Élisabeth II, les secrets d'un empire. Épisode 3, les joyaux de la discorde. Un podcast proposé par BFM TV et raconté par Marie Perraube. Élisabeth II est la plus grande propriétaire foncière d'Angleterre. Le domaine de Balmoral en Écosse, où elle passe tous ses étés, vaut 200 millions d'euros. Le château de Sandringham à l'est du pays est réservé aux fêtes de Noël, 150 millions d'euros. Il est entouré de 8000 hectares de forêts, de fermes et d'exploitations agricoles très lucratives. Une vingtaine de fermiers travaillent la terre, comme Andrew Jarvis, à la tête de 12 hectares de pommiers. Tout ça, ce sont les terres de la reine. Ça fait quelle taille ? De 8 km là-bas jusqu'en bas, vers la côte. Et tout ça, ça appartient à la reine. Oui, tout à la reine. Andrew produit 400 tonnes de fruits par an pour faire du jus de pomme. Il est récemment devenu indépendant. J'ai travaillé pour la reine pendant 20 ans, j'ai repris cette affaire à mon compte en 2013. Je fais la même chose qu'avant, sauf que c'est moi qui suis le propriétaire de la société. Il est maintenant patron, mais il ne possède pas son terrain. Il doit toujours payer un loyer à la reine, et il n'est pas très bavard sur le contenu de son contrat. Je paye un loyer au domaine de Sandringham pour les vergers et pour la fabrique de jus de pomme. Et ce loyer, il est cher ? Il est à combien ? Je crois que je ne peux pas répondre à cette question pour être honnête. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire privée entre moi et la reine. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à dire ? Oui. Vous avez signé une clause de confidentialité ? Oui. Le système est opaque, la reine cultive le secret. On est maintenant dans la fabrique, c'est là où on transforme les pommes en jus. Aucune transparence non plus sur les subventions que les fermiers indépendants reçoivent de l'Union européenne avec la politique agricole commune. Est-ce que vous recevez des subventions de l'Union européenne ? Pas directement. Sandringham les garde et me le déduit de mon loyer. Donc je ne paye pas un si gros loyer que ça. Ça faisait beaucoup de paperasse. Des petits arrangements qu'il est difficile de quantifier. En 2017, pour le domaine de Sandringham, la reine a touché 600 000 euros de la politique agricole commune. Mais le total de sa fortune personnelle est bien plus élevé. David McClure est le grand spécialiste anglais des deniers de la couronne. Certains évaluent sa fortune personnelle entre 330 ou 450 millions d'euros. Cette fortune est principalement issue d'un héritage. Elle provient de son père George VI et aussi de sa mère qui possédait une magnifique collection d'œuvres d'art. En plus de ses biens personnels, la reine jouit d'un capital qui appartient à l'État et qu'on appelle le domaine de la couronne. Elle a des hôtels particuliers somptueux dans le centre de Londres, les palaces de Buckingham et de Windsor. Une collection extraordinaire de bijoux, des épées, des bagues et surtout des couronnes de diamants. Le tout vaut 9 milliards d'euros. Mais la souveraine et son fils, le prince de Galles, ont aussi gardé des privilèges qui datent de Guillaume le Conquérant. Ils exploitent les bénéfices de 2 duchés, des terres très touristiques qui sont de vraies machines à cash. Mais la révolte gronde. Dans les îles Scilly, à l'extrême pointe de la Cornouaille, gérée par le prince héritier, des petits propriétaires comme Alan Davis ont acheté leur maison il y a des années, mais elle ne leur appartient pas totalement. Ce n'est pas ma maison, mais c'est ma maison. C'est très étrange. Je trouve ça injuste. C'est un manque de respect envers la démocratie.
Alan est le propriétaire de sa maison depuis 1980, mais son terrain appartient au prince Charles, qui refuse de lui vendre. Le fils d'Élisabeth II bénéficie d'un privilège qui l'autorise à garder la main sur certaines terres. On doit se battre contre tous ceux qui veulent faire perdurer le système féodal. Et malheureusement, le prince Charles est tout en haut de la liste de ceux qui veulent que ça continue. C'est vraiment très triste parce qu'il a un rôle à jouer, mais pas celui d'un seigneur du Moyen-Âge, nous traitant comme des serfs. À 70 ans, Glenn aussi, l'épouse d'Alan, vit très mal cette situation. Même sur leur contrat d'assurance pour la maison, le prince de Galles a tout prévu. Il est écrit que la maison est bien assurée et qu'elle doit être assurée de manière conjointe en votre nom et en celui du receveur général du duché de Cornouailles. Ce qui signifie, oui, c'est votre maison, mais c'est aussi la nôtre. Si on périt dans les flammes, c'est eux qui toucheront l'argent de l'assurance. Alors que je m'occupe du jardin et que je vieillis, je me dis je fais ça pour le prince de Galles. Mais je vis ici et je ne peux pas voir le jardin en désordre. Il doit être entretenu. Mais je me dis à la fin de la journée, ce n'est pas ma terre. Donc pour qui suis-je en train d'embellir ce jardin ? Le duché n'a jamais donné un centime pour le travail que l'on a fait ici. Et c'est très injuste que dans quelques années, ils en réclament la propriété. Nous souhaiterions la transmettre à notre fils, à lui de l'utiliser à sa guise. Le combat d'Alan, de Glenn et de dizaines d'autres propriétaires des Scilly est porté à la Chambre des Lords par un homme, Lord Berkeley. Il essaie depuis des années de faire passer un décret pour qu'ils puissent récupérer leurs propriétés. Je l'ai fait à 3 reprises. On a eu un débat, il y avait 15 à 20 parlementaires, et la plupart m'ont soutenu. Mais un ou deux disaient « il ne faut rien changer du tout ». Pourquoi ? Parce que c'est la tradition. Tout doit rester comme avant. Sinon, c'est la fin du monde britannique. Le duché de Cornouailles a rapporté 19 millions d'euros en 2017. Ces privilèges agacent les Britanniques. D'autant que l'État verse à la reine une rente annuelle. 93 millions l'année dernière. Pour payer ses employés, financer ses voyages, ainsi que ceux de sa famille. Pourtant, elle ne s'acquitte pas des mêmes impôts que ses sujets. Jusqu'en 1992, elle en était totalement exemptée. Mais après un incendie au château de Windsor, le contribuable est forcé de payer les réparations. Ça ne passe pas. Il est temps qu'elle paye pour son rythme de vie. Elle n'est pas différente. Elle devrait payer des impôts. Elle est censée être la femme la plus riche du monde, alors pourquoi pas ? Je paye, vous payez, il paye. Depuis, elle assume les taxes sur ses revenus privés, mais pas sur certains gains de son capital. Et son fils, le prince Charles, n'aura pas à payer de droits de succession. Pour le patron du parti républicain, Graham Smith, ce système est absurde et anachronique. Il coûte trop cher au pays. La monarchie doit tout simplement disparaître. 9 ans d'austérité, de coupes budgétaires, des services publics qui luttent. On constate que l'on dépense l'équivalent du salaire de 15 000 infirmières pour une famille. Et c'est une famille de 15 ou 16 personnes. Coût de la monarchie, en 2017, le prix d'un timbre-poste par Britannique. Alors pour les fervents supporters d'Élisabeth II, comme son ancien porte-parole Dickie Arbiter, ce débat, le débat de l'argent, est parfaitement déloyal. La monarchie ne coûte pas cher du tout. On en a pour notre argent grâce à elle. Chaque pays doit avoir un chef d'État, c'est comme ça que le monde fonctionne. La France a un chef d'État politique. Ça lui coûte une centaine de millions d'euros par an. La monarchie, elle, revient à peu près à 60 millions d'euros par an, en frais de fonctionnement. La souveraine est régulièrement critiquée,
taxée d'institutions ringardes. Mais elle a réussi un coup de maître. S'inscrire dans la modernité. C'est ce que vous découvrirez dans l'épisode 4. Élisabeth II, Les secrets d'un empire. Un podcast BFM TV à retrouver sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify.